Nous attaquons notre célèbre session des démos. Alors comme vous l'avez vu, cette année, il y a eu un petit changement puisqu'on a introduit la session des retours d'expérience qui était juste avant nous. Et en fait, comme le temps ne s'allonge pas, les 6 démos sont devenus 4 démos et donc 2 retours d'expérience avant. Mais en fait, l'espace-temps est le même. Alors, on va commencer par la présentation de Jérémy de Texturing. Alors, texturing.xyz, moi, c'est une entreprise que j'avais découverte il y a 2 ans. Et puis, j'ai essayé d'avoir... Jérémy, on t'a envoyé des mails avec Véronique et tout. Puis alors, c'est très compliqué. Je pense qu'en fait, tu parcours la planète. Et d'ailleurs, on va voir dans les entreprises que tu as comme client, c'est quand même très élogieux. Merci. Donc, à toi la parole, Jérémy. Bien. Déjà, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis là ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la société. Je l'ai fondée en 2015, donc il y a déjà un petit moment, dans le but, effectivement, de proposer à des artistes, surtout des caractères artistes et des textures artistes, de pouvoir texturer des personnages ou des créatures avec donc des textures que l'on pouvait proposer via notre marketplace. Donc le site internet c'est www.texturing.xyz. Donc cette marketplace, ce site internet en fait en ligne, actuellement est composé d'à peu près 1200 produits. Donc on va pouvoir très rapidement switcher. Donc voilà un petit peu le site internet. Actuellement 1200 produits en ligne avec effectivement quelques projets de renom, avec quelques sociétés clientes de notre marketplace qui utilisent nos textures pour les films, les feature films, les publicités, les cinématiques ou bien les jeux vidéo. Ça, c'est des clients que tu as accumulés en combien d'années ? Alors ça, c'est qu'une petite partie des clients qui ont autorisé que j'affiche, en fait, qu'on affiche les logos sur le site. Il faut savoir que la plupart des clients refusent. Ceux qui ont accepté, en tout cas, sont ici. Et donc ça fait depuis 2015, donc on va dire à peu près 8 ans. D'accord. Et on compte à peu près 150 entreprises, 150 studios de VFX confondus, VFX, jeux vidéo ou cinématiques dans le monde qui utilisent nos textures. Et à peu près 20 000 clients dans le monde entier, grosso modo, qui comptent donc les freelancers, les hobbyistes et autres entreprises. Voilà. Donc, grosso modo, ces sociétés-là utilisent effectivement nos textures pour créer des personnages, mais aussi des créatures. Donc, on s'est spécialisé effectivement dans tout ce qui est acquisition à la base de textures de peau, texture également de tout ce qui est animaux, cuir, textile et bien d'autres matières en fait qui nécessitent une certaine acquisition et une expertise, donc acquisition et post-traitement notamment de ces textures-là, que l'on appelle avant tout surface scan. Et ensuite nous avons donc agrémenté cette librairie au fur et à mesure du temps pour avoir ça à peu près... J'ai à peu près compté 1200 textures à ce jour, 1200 assets, produits en tout cas, qui sont actuellement en vente libre sur ce site, donc en libre service. Nous avons effectivement donc ce qu'on appelle nous des spotlights. C'est effectivement encore une fois des sociétés qui nous ont donné l'accord afin de pouvoir partager certains des projets réalisés avec nos assets, notamment donc le personnage Thanos des Avengers du film. Faut savoir que le visage de Thanos, la main de Thanos notamment, voilà, sont réalisés à partir de nos produits que l'on vend directement sur le site. Donc c'est assez drôle au final de voir un personnage aussi emblématique et on va dire assez connu, qui a été réalisé donc à la base avec nos textures, donc effectivement, ou un digidouble comme Logan, par exemple. Donc on a effectivement aussi une certaine communauté qui s'est créée au fur et à mesure du temps, des personnes qui souhaitent partager leurs connaissances, qui créent pour nous des tutoriaux, des didacticiels tout simplement, certains workflows. Et donc on va dire que par le biais de ces tutos, on réussit plus ou moins à
permettre à certaines personnes qui souhaitent tout simplement apprendre, avoir de nouvelles connaissances directement via le site, donc d'avoir ces connaissances-là, de les appliquer ensuite dans leurs travaux et puis effectivement dans certains des studios dans lesquels ils travaillent. Aujourd'hui, je vais effectivement vous parler d'une nouvelle collection que nous avons sortie en janvier, après environ 2 ans de développement malgré tout. Cette collection s'appelle VFace. Et effectivement, comme chaque produit, chaque collection que nous sortons, il est avant tout question d'établir un certain workflow. Mais ce workflow n'est pas pour but de, on va dire, sortir un film, traditionnellement parlant, ou une série, ou un jeu. Là, on est face à un produit qu'on doit sortir dans le but, plus tard, de le vendre à un tas de personnes, de clients, de studios, et, tout en essayant de maximiser la qualité. On privilégie toujours la qualité à la quantité chez nous. Et donc, par ce biais-là, il nous faut absolument développer un certain type de workflow. Alors, je vais énumérer très rapidement le workflow, et puis après, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est dans le détail. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons décidé d'externaliser une petite partie du process, mais malgré tout très importante, que nous faisons donc avec un partenaire qui s'appelle Deep 3D Studio, qui se situe en Ukraine. Alors, bien avant que la guerre arrive, etc., il était question déjà d'être partenaires ensemble pour cette collection. Le casting et donc l'acquisition est faite chez eux en Ukraine avec un système de photogrammétrie tout à fait classique qui comprend environ 80 caméras, 80 appareils photo. Par la suite, donc, nous faisons la photogrammétrie, process, via Agisoft, dans le but de reconstruire la géométrie. Et enfin, nous utilisons tous les outils que nous avons développés sur les 2 dernières années, qui sont nommés HyperClean, HyperSkin et HyperLook, donc un système de clean, de modeling, donc de tout ce qui est 3D modèle avec la texture qui va avec, HyperSkin qui rajoute les détails, et HyperLook pour la calibration finale de l'asset. Et évidemment, à la fin, il va s'agir de mettre en ligne l'ensemble, donc de packager le tout et d'envoyer. Donc le casting, classique. On reçoit des images de notre partenaire en Ukraine. L'acquisition est faite sur place. 80 à peu près photos envoyées avec un cahier des charges bien précis que nous avons au préalable défini. La reconstruction sur Agisoft, tout simplement. Donc le modèle sortant est quand même relativement clean. Il répond parfaitement au cahier des charges préalablement établi. Et enfin, effectivement, donc voici à l'heure actuelle la collection qui se situe sur notre site, qui est sur notre site en ligne, avec un peu plus de 80 modèles à l'heure actuelle que l'on peut considérer comme étant des digitables. Nous avons aussi mis en place un système, on va dire, d'add-on gratuits disponibles pour nos clients qui souhaitent s'amuser, de tutoriaux, de making-of, de vidéos en ligne, afin que ces personnes-là qui souhaitent donc acheter des packs sur notre site puissent également apprendre à comment les utiliser de la meilleure manière possible. Donc voici un petit peu les previews, les images en ligne donc, qui reflètent un petit peu le package, ce qu'il y a vraiment dans l'asset, le résultat que chaque client pourrait potentiellement obtenir avec nos produits. Et comme on peut le constater, on a quand même beaucoup de personnes avec différentes features qui viennent de différents pays avec des particularités au niveau de la peau. Donc on se doit également de faire des rendus qui mettent le plus possible en valeur nos produits. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des rendus, des vidéos avec un descriptif approprié. Quelqu'un qui achète une licence d'utilisation d'un personnage, il a le droit d'en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que Oui. Alors concrètement, nous avons 2 types de licences, une licence personnelle, une licence commerciale. La licence personnelle s'adresse essentiellement à tous les hobbyistes et freelancers, et tous les studios en fait qui utilisent nos packs doivent les acheter en commercial use. Donc le prix reste relativement abordable. C'est pour cette raison que la plupart des studios préfèrent investir chez nous, qui sommes experts et qui avons développé tout un tas d'outils derrière, plutôt que de faire ça en interne, justement. Donc le temps, c'est de l'argent, et pour eux, ils en économisent pas mal pour avoir la qualité d'asset qu'on propose. Donc ici, je vous propose également de regarder un petit peu la qualité des textures en direct. Les textures à plat,
ça peut peut-être vous dire quelque chose, mais effectivement, comme on clean avec nos outils propriétaires, tout simplement les maps, elles sont dépourvues de toute spéculaire, shadow, occlusion, bref, la couleur est absolument pure et dépourvue de toute feature qui serait potentiellement indésirable, même le pitch fuzz et poil qui ferait donc partie d'un groom spécifique et non pas d'une texture à proprement parler. Donc toutes les maps sont absolument cleanées. Donc je vous présente ici la Displace qui est effectivement aussi la map, l'une des maps les plus importantes, qui correspond donc au relief de la peau, qui va donc creuser lorsqu'il s'agit d'avoir un ton plutôt sombre, et au-dessus d'une valeur de gris à 50%, on va venir bomber un petit peu la peau afin de donner les aspérités et créer ce qu'on appelle une roughness physiquement correcte. Donc on peut distinguer un petit peu les pores de peau, les wrinkles, tout ce qui est de l'ordre des rides, des impuretés, des petits boutons, des points noirs, etc., qui font partie de cette map. Donc une des textures qui peut également servir en look dev, la multi-channel, qui est une map en fait où les fréquences sont donc séparées en plusieurs couches. Ça permet effectivement au look dev artist de pouvoir en fait contrôler de manière indépendante la couche rouge, la couche verte et la couche bleue, c'est-à-dire les basses, moyennes et hautes fréquences, afin de pouvoir tout simplement contrôler l'ensemble en live directement lors du rendu. Donc ça, ce sont des maps utilitaires, je passe tout simplement dessus, mais je vous montre un petit peu, je fais une overview de ce que contient un package pour que vous puissiez vraiment voir un petit peu le potentiel éventuellement. Afin d'aider également en look dev, les références avec différents éclairages, mais également les HDRI précalibrés. Voilà par exemple un rendu réalisé avec un des assets. Et on voit bien la translucence de la peau sur les oreilles. Alors ça c'est le shader, mais oui, effectivement, on fait en sorte de matcher à la réalité le plus possible et de faire en sorte de casser cette brèche qu'on appelle l'Uncanny Valley. Je pense que c'est un concept qui est assez connu, notamment pour tout ce qui est Digital Human et Digidouble en l'occurrence. On essaie de faire en sorte que chaque aspect en fait, de la peau soit le plus correct possible physiquement parlant, et donc qu'on ait l'impression, nous, en tout cas notre cerveau ait l'impression qu'on est vraiment face à une vraie personne et non pas à un robot par exemple. Donc voici un autre rendu, donc de 3 différentes personnes, où on voit effectivement la spéculaire donc réagir comme il faut grâce à la Displace. Et enfin, je vous propose de regarder un petit peu cette démo faite sur Blender, simplement avec une normal map appliquée, rien de plus. Donc on peut constater la fidélité au niveau des pores de peau, au niveau des aspérités, et je précise que la map utilisée est en 16K, il n'y en a qu'une seule et c'est qu'une normal map, rien de plus. Je passe au use case, comme ça va être rapide. Donc quelques travaux d'artistes en work in progress, donc pas terminé, fait avec Nopak VFace. Donc effectivement, un artiste qui achète un de nos packs, il souhaite avant tout utiliser le pack le plus rapidement possible, obtenir la meilleure qualité possible en un minimum de temps. Donc par ce biais-là, il crée par-dessus le groom, fait ses tweaks, et puis voilà par exemple ce qu'on peut obtenir avec un de nos visages. Bon, je précise quand même que c'est de la 3D, je sais pas si... Voilà la preuve. Et enfin, le dernier use case, effectivement un peu plus stylisé pour aussi montrer que par le biais de transfert de map, avec un wrap par exemple, c'est très facile de transférer les textures, les détails d'une map, d'un mesh à un autre, et donc également ces textures. Donc un autre artiste, Tom Newberry, qui a donc utilisé un de nos packs afin de travailler sur ce personnage-là, qui est donc fictif évidemment, et dans le but
de le rendre à peu près crédible avec des vrais ports de peau de personnes humaines. Voilà. Je sais que je suis hors time, mais je tiens quand même à donner un petit message de soutien à nos amis ukrainiens, qui, de par la guerre, donc, ont aussi des difficultés. Ils travaillent avec nous depuis à peu près 2 ans. Et donc, je tenais à les remercier dans un premier temps, puis également donner un message de soutien à ce propos, puisque malgré tout, ils travaillent d'arrache-pied. Ils ont aussi besoin de travailler, de vivre. Ça reste compliqué pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de services, notamment en photogrammétrie, de scan 3D, donc que ce soit de personnes ou d'assets, de props par exemple, à les contacter. Et DIP, ils sont basés dans quelle ville en Ukraine? Et ils sont à Kiev, tout simplement. Ouais. Ils ont été attaqués de plein fouet, autant dire que c'était une surprise lorsque c'est arrivé, puisque j'étais en meeting avec eux la veille. Et voilà, tout est arrivé le jour J sans que personne ne s'en aperçoive. Donc on est resté, même nous, même sans data, sur lesquels travailler pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'était pas évident, mais voilà. Donc autant dire qu'on les soutient. Et voilà. Bravo. Bonjour. On comprend pourquoi le monsieur n'a pas pu répondre à tes mails, Stéphane, déjà. Tu vois ? 1. 2, en fait, comment vous faites avec les droits en fait, des acteurs qui sont scannés? Parce que si moi je veux les utiliser dans un film, il y a bien des droits en fait, à l'acteur qui a été scanné, s'il n'est pas modifié. Alors, je vais répondre tout simplement. Donc, concernant tous les droits, donc la propriété intellectuelle, nous avons ce qu'on appelle les legal papers, c'est-à-dire juridiquement parlant, cette personne qui a été scannée a donné tous les droits afin que cette propriété-là puisse être distribuée, vendue, utilisée après par le biais de notre site. Donc, une fois la vente effectuée, il n'y a absolument aucun problème concernant donc, les droits d'usage d'un asset. Voilà, c'est des choses qui sont en fait réglées en amont, juridiquement parlant, afin que tout soit bien au clair. C'est pour cette raison que les studios les utilisent sans aucun problème. Il n'y a jamais eu une seule réclamation en 8 ans d'activité et plusieurs centaines, de milliers peut-être, d'assets vendus par le biais de notre site. Voilà. Merci. Merci. Bon, alors donc là, le temps court de plus en plus. Donc, Carlab, donc vous êtes 2. Allez-y. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va faire au plus vite. Pour ceux qui nous connaissent, c'est pas évident parce qu'on parle beaucoup et très longtemps. Challenge. On s'est dit qu'on allait être 2 pour aller plus vite. Ouais, vous voyez le concept. On y va. Merci. Je suis sûr que vous avez pris des paris. Mais... Donc, merci Auradia de nous donner l'occasion de présenter Carlab. Donc Carlab, en gros, voilà, on a monté la boîte il y a 7 ans avec Ali. On s'est spécialisé dans la fabrication de personnages. On totalise, on a 20 ans d'expérience dans le métier. Aujourd'hui, on a démarré à 2, on est une vingtaine. On est sur Paris-Montpellier. On a dans notre équipe et avec nous, on totalise à peu près 25 films ou grosses prod, voilà, qui ont fait beaucoup d'argent. C'est pas pour nous, mais on est content pour nos clients. Et concrètement, on a travaillé directement ou indirectement sur plus de 1000 persos depuis le début de l'aventure. 1000 personnages complets, intégral. Non, pas forcément. Justement, on y vient. Pas forcément. C'est passé entre nos mains en tout cas. On travaille, on a un panel de clients très, très éclectique, du gros studio, du petit studio, en France, à l'étranger. Et que ce soit de l'animation, du VFX, du jeu vidéo, de la pub, et même, on va dire pas de l'institutionnel, mais un peu hors cadre classique. Voilà, des écoles aussi, on est en partenariat aussi avec Mercenary sur Roomba. Donc voilà. Salut. Voilà, donc salut. Donc très très différent et une belle aventure depuis 7 ans avec beaucoup de monde. Durant ces 7 années, en fait, on est encore un peu confronté à certaines idées reçues sur Carlab, mon cher ami. Justement, comme tu disais, Stéphane, alors on fabrique des persos de A à Z, mais clairement, en fonction des projets, on va faire par exemple que du modeling, ou du modeling, du rig, du facial, du rig, que du facial, etc. Du grooming, du surfacing, mais il y a quand même cette idée que Carlab, c'est une boîte de rig. Alors, c'est pas complètement vrai parce que vraiment, on est centré sur la création de personnages dans son ensemble.
Donc vraiment, on insiste là-dessus. On essaye en tout cas de le rappeler un maximum parce qu'à chaque fois ça revient rig, mais tout à fait, mais pas que. Voilà, on fait beaucoup de choses de A à Z en partie. Enfin, vraiment, si on s'adapte le plus possible, notre credo, c'est l'ADN de Carlab, c'est le plus souple possible pour répondre au plus de besoins possible. Donc là, c'est un petit panel rapide. Je vous laisse aller sur le site après. Il y a plein de choses. Donc de la pub, du clip, du réalisme, du cartoon, beaucoup de personnages, peu de personnages, enfin bref. Et de différentes manières, parce que ça peut être effectivement sous forme de consulting ou alors sous forme de presta, on-site chez le client, là, de manière hybride. Typiquement, quelques exemples en mode consulting, supervision de certains projets assez connus, de fabrication, pareil sur des gros films, on en a fait plein. En moyenne, Carlab, c'est à peu près une vingtaine de projets par an, totalement différents. On a souvent un ou deux gros projets et plein de side projets plus petits. Tara Duncan, c'est le dernier gros projet qu'on a sorti. Qui est déjà en distribution. Qui est en distribution, donc 95 persos, encore une fois une grosse spécialité sur du gros volume. Et là, typiquement, on a fait à la fois donc, tout le facial des personnages, mais on a aussi fait une forme de consulting sur la supervision du rig. Donc c'était un peu hybride et ça s'est très bien passé de ce côté-là. Voilà, on fait plein d'autres choses aussi qui sont liées. On a la chance et l'honneur de travailler avec l'artiste Kim Jong-gi qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, un homme qui est très fantastique. Donc on sait aussi travailler pour de la sculpture 3D. On est un partenaire en plus pour printer, donc on a pu pour son exposition faire une œuvre unique. Deuxième idée reçue qu'on a très souvent. Oui, on ne fait pas que du cartoon, c'est vrai que c'est notre ADN, mais malgré tout, on fait du réalisme. Alors voilà, Jérémy qui nous montrait ce qu'on pouvait faire, et ben nous, on a fait ça plus ou moins à la main quand même. La prochaine fois, on utilisera ces ressources, ça ira plus vite. Et donc là, par exemple, on a fait des mannequins, des avatars 3D pour remplacer des mannequins en mode photoréaliste, et là c'est du rendu, on a tout fait de A à Z, et c'est du rendu brut, il n'y a pas de compo, et c'est pareil par exemple sur le facial, on va aussi sur la même base de rig qu'on va utiliser sur le cartoon, que ce soit pour le body ou pour le facial, on va changer quelques petites choses, surtout et plus dans le résultat artistique, pour pouvoir obtenir des choses réalistes et qui vont correspondre aux besoins. Alors oui, pareil en réalisme, donc une des prods qu'on avait faites un peu au début avec McGuffling sur le film Gaston Lagaffe, où le chat et la mouette étaient d'abord des acteurs, on va dire, mais qui en fait n'acceptaient pas de faire tout ce que le chat et la mouette de Gaston devaient faire. C'est pas étonnant. Ça a fini en full 3D. Il y avait des shots prévus, mais là ça a fini full 3D à peu de choses près. Et en gros, on a fait les rigs, mais on a aussi là pour la première fois touché à du rig musculaire. Et c'est ce qui nous a amené en fait plus tardivement à développer un système finalement de rig musculaire. Là donc on vous montre un peu une petite démo rapide. L'idée, c'était, alors même avant qu'on parle aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-responsabilité et de ce côté green, mais c'est pas pour rien. En fait, on avait déjà cette envie d'être le plus à la fois low-tech possible, le plus temps réel possible, et le plus souple et le plus efficace. Donc là, on a quelque chose qui tourne en temps réel, sur un petit ordi portable tout petit, et en fait, on fait en sorte que les animateurs aient la visualisation donc en temps réel de leur anime sur les muscles, sur la peau, et d'un résultat le plus proche possible de ce qui sera au final. Et donc ça, c'est ce qu'on a développé récemment avec un outil, et grâce d'ailleurs au CNC, on va en reparler, et merci à eux de nous avoir aidés là-dessus, pour pouvoir donner accès à ce type d'outil. Alors, on ne concurrence pas Ziva, concrètement, on est sur un autre segment de marché. L'idée étant d'être sur quelque chose de rapide, de simple, avec zéro expertise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas de rig, qui peut prendre en main l'outil et monter tout un rig musculaire. Ça a été testé. Et effectivement, c'est... Un peu de formation, enfin un peu de suivi, mais globalement, il n'y a même pas besoin de connaître, entre guillemets, le rig, ou à peine, pour pouvoir s'en servir. Et là, on arrive sur la slide préférée d'Ali, qui synthétise un peu la philosophie aussi qu'on a à Carlab, c'est l'esprit KISS, Keep It Simple and Stupid.
Et en fait, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le plus grand fan d'Apple, mais par contre, force est de constater que quand on donne un iPhone à mamie, elle n'a pas besoin forcément de la documentation pour savoir s'en servir. Donc c'est vrai que quand même, le but, c'est d'arriver à faire ça avec des rigs, pour que les animateurs et animatrices puissent avoir quelque chose de simple. Vraiment, on insiste sur simple, d'efficace, de temps réel. Et en fait, même dans la conception, on est allé à 180 degrés de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement 0 ligne de code. C'est pas codé, c'est un rig qui est fait en fait à la main, qui devient un template et qu'on peut éditer à la volée. Tout est absolument live et donc s'il y a des modifs à faire, parce qu'on veut faire des choses sur mesure, et ben en fait on a juste à les modifier. Donc la personne en rig n'a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de ce côté, on va dire, un peu surexpérimenté ou élitiste de savoir et coder et et riguer pour pouvoir développer des nouveaux modules de rig, développer des nouvelles features. Même un junior ou une junior sortie d'école, et d'ailleurs ils le font aujourd'hui chez nous, ils sont capables de proposer des choses. Donc la créativité, on donne place à la créativité à tout le monde, et pour nous c'est super important. Autre axe assez important pour nous, le fait qu'on soit un prestataire qui intervienne pour différents studios et tout, il y a toujours cette question, on peut dire reçue, oui mais c'est pas en interne, c'est risqué, où est la sécurité, etc. Donc on s'est lancé en fait, ça fait déjà un petit moment maintenant, on arrive quasiment au bout, depuis 1 an, on est en train de passer le label TPN. Donc c'est un label de sécurité hollywoodien, on va dire. Pour simplifier. Pour faire simple. Et on a été accompagné pour ça par un cabinet, un gros cabinet de là-bas qui s'appelle Rich May, et on arrive bientôt au bout. C'est ça. Là aussi aidé par le CNC sur un projet CIT qu'on remercie encore une fois parce que c'est quelque chose qui est quand même très coûteux. Les studios qui l'ont passé ou qui ont tenté le savent. Ça demande beaucoup d'efforts et financiers et techniques en interne. Et nous, on voulait absolument aller là-dedans, même en tant que, entre guillemets, petit studio, parce que pour travailler sur des gros shows, clairement, on a les capacités techniques et artistiques de le faire, mais si ça bloque sur la sécurité, c'est un peu dommage. Donc, alors, l'idée, c'était vraiment d'aller là-dessus. Coûteux, ça veut dire quoi? Combien? Toujours l'argent. Oui, toujours l'argent. Ouais, mais c'est, en fait, c'est pour ça que je suis là. Mais donc, la mission d'un cabinet comme ça, c'est... ou donner une fourchette. Ouais. Combien ça va coûter? Ah bah là, c'est pas loin de 20 000 €, et ça, c'est uniquement pour faire de l'audit et de l'accompagnement. On va oui, dire, donc il n'y a qu'un tout petit bout du chemin là. Et ça, c'est rien, parce qu'en fait, derrière, il faut mettre en place en mode day-to-day toute la partie IT, de resécuriser, de remodifier tout le parc, etc. Non, ça peut monter beaucoup plus. Ça peut être assez lourd, et c'est vrai qu'on reste encore une petite structure. Comme je disais au début, on est entre 15 et 20 maintenant. Ouais. Mais donc c'est assez lourd. C'est un enjeu. Pour nous, l'enjeu, c'est d'aller chercher, de convaincre de plus en plus le marché américain. Oui, non, mais j'ai bien compris. Donc, mais il y a plein de gens qui se posent justement la question de cet agrément. Donc, si vous aviez juste un ordre de grandeur, en fait, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas binaire. C'est pas on/off. T'as l'agrément, tu l'as pas. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui peut être très progressif d'ailleurs, et qui fait qu'en fait, on a un audit vraiment assez énorme à passer pour pouvoir en fait être noté sur plein de critères différents, à la fois sécurité physique, cybersécurité, manière dont on traite les datas, dont on reçoit les gens. Donc vous avez dédié par exemple une personne de votre équipe pour oui, alors comme chef de projet là-dessus. Je travaille beaucoup dessus, mais on a une personne qui travaille quasiment un plein temps là-dessus pour aussi faire cette transformation, effectivement. Mais elle va se faire sur des années pour arriver le plus proche. Alors, le 100%, j'y crois pas en fait, même pas pour nous, hein, même pour tous les studios, même les gros studios, je crois qu'ils sont pas à 100%. Il faudrait être la NASA dans un bunker, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tout ça pour des dessins animés, des petits persos qui bougent, mais tout va bien. C'est vrai que c'est ça. Et donc, oui, on a mis le logo de CNC en gros parce que vraiment, ils nous ont beaucoup aidés. Comme vous voyez, on a une R&D super appuyée par le CNC depuis longtemps. Et en fait, encore une fois, on reste une petite structure, mais grâce à tout ce développement, on investit en fait tout le temps, on réinvestit dans notre pipeline, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même avec notre petite structure, on peut proposer des personnages de qualité, de long métrage, dignes de plus grands studios français. Illu, Micros, Fortiche, on n'a pas travaillé chez Fortiche, mais nous, voilà, c'est ce qu'on vend, c'est de l'ultra qualité, en tout cas le plus proche possible de ce qu'il fait sur les plus grosses prods qui ont beaucoup plus de moyens que nous.
c'est notre credo. Donc, on a aussi parlé du côté green, mais pas greenwash, hein, c'est vraiment l'aspect éco-responsabilité. Enfin, dès le début, nous, ça nous paraissait très important d'être à la fois très flexible, très souple. On était en télétravail hybride, entre présentiel ou complet, dès le début de la création de Carlab. On a 0 serveur, on a 0 workstation, on travaille avec des petits portables et c'est hyper léger. En fait, tout est pensé, comme on disait, en mode KISS. C'est vraiment simple, low-tech, mais pour aller très très loin en qualité malgré tout. Donc il y a cet équilibre un peu dingue qu'on essaye d'obtenir en permanence. Et en fait, rester souple, léger, ça permet d'être finalement... D'ailleurs, on n'a pas encore fait notre bilan carbone, mais on va s'y atteler, je pense. Voilà, c'est 2023, ça. C'est ça. Et parce que ça va nous permettre clairement de pouvoir... finalement évaluer concrètement cet impact, mais on sait que sur nos outils, on pousse sur le temps réel depuis très longtemps aussi, la mocap, et tout ce qui va permettre en fait d'aller à l'essentiel, d'aller droit au but, et comme disait François tout à l'heure, viser l'utile, tout de suite viser l'utile, et pas faire dans le superflu. Donc c'est vrai que là, le next step maintenant 2023, c'est de pousser la compatibilité temps réel et mocap. Donc c'est déjà le cas, on a déjà travaillé dessus, mais là c'est vraiment de le rendre full, compatible Unreal Unity. Mocap, on a déjà travaillé effectivement avec SolidAnim, tout ça, donc on est déjà, mais on va aller encore plus loin. Voilà, c'est vraiment pour pousser la compatibilité. Le pipeline, donc, pour avoir la green card, dans pas longtemps, on commence un audit à partir de janvier. Parce qu'il y a eu des demandes, et on sent qu'il y a un besoin. Nous, notre but, c'est de répondre de trouver des solutions à des problématiques de clients. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques des besoins en clause, des besoins d'animation. Typiquement, là, on est en train de s'opposer, d'orienter sur ces deux sujets, parce que concrètement, si on commence à pouvoir tout gérer en interne pour un client, c'est un peu beaucoup plus simple de rentrer dans le pipeline, parce qu'en gros, on sort un asset, on sort des points qui bougent. Et en fait, il n'y a plus cette complexité de livrer un rig qui doit rentrer dans un pipeline, qui doit être animé par une autre personne ailleurs, etc. On n'a pas gagné, on n'a pas réussi. On a perdu notre pari, mais on n'est pas loin. Rapidement, et en plus... après, on va frustrer la salle s'ils ne peuvent pas poser de questions. On va payer notre coût. Allez. Carla Bank, ça c'est la destination des écoles, ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille dessus, 1 an et demi, 2 ans. Le but c'est de donner à dispo des écoles pour les cours d'anime 3 packs d'anime avec différents niveaux, d'arriver de la boule qui bouge à un personnage de production. Donc on espère ça pouvoir être prêt pour septembre 2023, mais je dis ça chaque année. Donc, parce que c'est entre deux prods qu'on fait ça, donc c'est pas toujours évident. Ouais, sur nos fonds, et en fait l'idée c'est vraiment d'aider les gens qui veulent se mettre à l'anime effectivement à avoir quelque chose qui correspond à une réalité de production, parce que ça aussi c'est bien d'avoir des rigs, mais si on anime avec quelque chose et qu'on arrive dans un milieu de production et qu'on a quelque chose de différent, c'est un petit peu dommage. Il y a une dernière idée reçue qu'on a souvent, c'est Carlab. C'est cher. C'est bien, mais c'est cher. C'est cher. Eh ben, en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est comme Rémi qui disait tout à l'heure, Mocap Lab, ça coûte combien pour faire de la mocap? C'est pareil, ça coûte combien pour faire un personnage? Ça dépend ce que vous faites avec. Nous, comme on vous a dit, on a travaillé sur des petites prods, des grosses prods, un département pour du facial, par exemple, un facial, on peut sortir un facial en 4 jours, et on peut sortir un facial en 40 jours, voire 60, ça m'est déjà arrivé de sortir sur des grosses prods, des personnages très compliqués. Ça va dépendre du besoin concrètement. Donc clairement. On s'adapte toujours, nous c'est notre ADN d'être le plus souple possible. Et il faut bien comprendre effectivement que lorsque vous appelez Carlab pour travailler sur votre film, votre série, etc., en gros vous économisez 5 ans minimum de développement pour arriver au même point sur le pipeline. Et en plus c'est dispo, voilà, J+1. Enfin presque, pas en ce moment, on a beaucoup de travail, mais normalement c'est J+1. Mais, une belle promesse. Voilà, M+1 on va dire, à minimum. Vous économisez du temps de recrutement, forcément vous embauchez une équipe entière plutôt que d'avoir quelqu'un qui passe des coups de fil pour 50 personnes pour monter une équipe de 10 personnes. Vous appelez Carlab, il y a 20 personnes. Dingue. Et concrètement pour les producteurs, c'est cool, 2 régions, 2 fois plus d'aide possible. Plus des sous, toujours des sous. Les sous, ça doit te plaire. Et voilà. Et on va terminer rapidement sur notre actualité. On est très très fiers de ce projet qui sort en février. On a fait les 130 persos en body rig et body facial. Encore une fois, même si on ne fait pas que ça, c'est quand même c'est le truc très cool. Le projet est dingue. Les personnages sont totalement fous. Merci à Dwarf et Olivier de nous avoir fait confiance. C'était une expérience
Enfin, dingue. Bref. Et petite anecdote sur le rig qui était KISS, justement, quand j'ai demandé comment avait retour de feedback de l'anime, c'est le Dear Modeling qui a répondu en disant « Non mais Ali, t'inquiète pas, je les entends plus râler. » Donc c'est bon, c'était validé et on était super contents. Alors c'est qu'en fait, on était à l'écoute, ils avaient leurs besoins, on a tout fait sur mesure et en mode simple, et c'était rapide, et ça a permis de tenir dans un budget qui était vraiment pas faramineux, et pourtant de produire une super qualité, et j'espère que vous verrez tout ça, et voilà. Voilà. Et pourquoi on peut pas J+1 ? Ouais, mais Voilà, là, il va parce qu'on falloir... il y a plein de choses. C'est la dernière. Et voilà. Et on a tout fait sur l'image. Et ça c'est la question. Hein. On tenait les 15 minutes, on a répété. Hein. En plus, on avait... Ben oui, mais bon, alors, une question très courte. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, en vous écoutant, on a un peu l'impression que vous êtes les meilleurs. Est-ce que c'est vrai ? J'ai pas compris. Ah, est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'on sache qui vous êtes ? Ah, ça, je suis pas sûre. J'ai pas compris la question. Je dis, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes les meilleurs. Oula. Est-ce que c'est vrai ? Alors non, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs, on est passionné, on est à fond, ça se voit, on est à 300 à l'heure, mais c'est parce que on est passionné, on aime ça et on est persuadé que en fait, en étant à fond, on fait tout ce qu'on peut pour arriver à donner le meilleur de nous-mêmes pour que les clients soient contents. Et du coup, c'est vrai que se spécialiser dans les personnages, c'est particulier, mais en fait, on touche à tous les aspects et vraiment en discutant du design jusqu'à l'animation et avec tous les partenaires, en fait, c'est ça la particularité, je dirais surtout, c'est pas d'être les meilleurs, c'est d'être capable de comprendre un besoin, de vraiment travailler pour des utilisateurs, parce que c'est bien beau d'être geek, de faire du rig, mais en fait c'est pas nous qui l'utilisons, donc les personnes qui vont l'utiliser en face, elles, il faut que ces personnes-là soient contentes. C'est vrai qu'on se remet tout le temps en question. Chaque nouvelle pro, on a des demandes qui vont popper, et donc on pivote beaucoup. Le fait aussi d'être une taille plus petite, ça nous permet de pivoter beaucoup sur des sujets très importants parfois, vraiment des fondements de nos rigs, parfois c'est un peu compliqué. Ça fait mal. Mais au-delà de se vendre comme les meilleurs, on se vend Mais surtout on comme va s'arrêter là quand spécialisés. même, hein. Parce que là... Je réponds à la question. Ouais, mais vous êtes très très bon. Bravo. Alors maintenant, nous allons changer un peu de sujet. Vous avez eu les années précédentes la présentation d'entreprises comme Carnot Computing, comme Range Computing, et cette année, on a le plaisir d'accueillir alors Jean-Régis de Vauplane, on dit Flanir. On dit Flanir. De Flanir. On dit Flanir, voilà. exactement. Et donc, je te passe le micro et s'il te plaît, n'essaye pas de rallonger le temps. Alors, ça devrait te plaire. J'ai prévu court, même très court. Voilà, parce qu'il y a ça quand va même rentrer dans le temps. Non, il y a 2 soirées qui suivent après. Si tu veux, on peut commencer par faire une petite discussion comme ça, et ça va quand même tenir dans le temps. Donc, il n'y a pas de souci. On est une boîte qui existe depuis moins de 2 ans, donc on est assez jeune. Et on a commencé la commercialisation de l'entreprise il y a 8 mois. Il faut donner un petit peu la timeline qu'on a aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup de R&D et de préparation de ce produit-là pour qu'il soit utilisable. Et on travaille essentiellement avec les studios créatifs. Donc les studios créatifs, il y a de l'animation, de D3D, il y a de la post-production, du VFX, des médias et des studios de jeux vidéo aussi. Le concept de base, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé? C'est parce qu'on pense que le local hardware a atteint ses limites. Le Covid et toutes les problématiques techniques qui ont découlé ont été un révélateur là-dessus, que quand il a fallu se mettre au télétravail, c'est assez compliqué. Il y en a qui sont partis avec leur grosse station sur le bras, dans le bus ou en Uber. D'autres qui ont acheté du coup des laptops en plus que ce qu'ils avaient au bureau, et on est en train de dupliquer le matériel. En plus de ça, on se rend compte que chaque ordinateur portable est potentiellement une menace d'un point de vue sécurité, parce que quand vous êtes chez vous en télétravail, votre Wi-Fi il est un peu moins bien protégé que celui que vous pouvez avoir au bureau. Lorsqu'on achète une machine, on est marié avec elle pendant au moins 4 ans, j'ai envie de dire, sans le temps de l'amortir. Sauf qu'un projet, ça peut durer un peu moins longtemps que 4 ans, et potentiellement, on n'a pas besoin de cette machine-là, ou au contraire d'une machine un peu plus puissante. Donc il y a un côté assez rigide.
Et enfin, on a beaucoup parlé d'écologie, mais là-dessus aussi, quand on se débarrasse d'une machine après 3-4 ans alors qu'elle est encore utilisable, c'est aussi un non-sens écologique. Ça, c'est notre concept de base sur l'analyse des machines locales. Et puis après, quand on regarde un petit peu le monde de l'animation, on voit que le monde de l'animation a 3 principaux challenges. Donc il y a beaucoup de gens qui ont parlé des problèmes de recrutement, qui voulaient recruter, donc je ne vais pas rebondir dessus, parce que je crois que c'est assez explicite. Vous avez parlé de TPN, c'est génial, donc j'ai rien à dire dessus. T'as vu, on accélère. Et en plus, le troisième manque qui n'a pas encore été forcément abordé, c'est la capacité à jongler avec les ressources humaines. C'est-à-dire que les studios font appel à beaucoup d'intermittents pour répondre à des besoins, à des projets qu'ils peuvent avoir. En France, on fait beaucoup de sous-traitance avec des studios américains notamment. Et donc, du jour au lendemain, il faut prendre 10, 20, 30, 40, 100, 200 personnes et leur trouver un ordinateur compatible pour le projet. Et ça pose des problématiques aussi. Donc, la solution qu'on a, c'est donc avoir un ordinateur qui est dans le cloud et qui va pouvoir tout simplement servir de base de travail pour n'importe qui. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, lorsque vous avez quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, qu'il soit intermittent ou CDI, vous lui donnez un badge et un ordinateur. Demain, vous lui donnez un mot de passe et une URL. Et en fait, il y a les outils pour travailler. Et la vision qu'on a, c'est que les ordinateurs tels que celui-ci, demain, ils n'existeront plus. En fait, vous pourrez tout faire depuis votre téléphone portable et vous connectez votre téléphone portable depuis un moniteur. Et en fait, la puissance de calcul sera déportée dans le cloud. Il y a Samsung qui a déjà commencé à faire ça, avec un Samsung Galaxy, avec la DeX Station notamment. Donc ça, c'est un petit peu le futur tel qu'on le voit. Peut-être une autre conférence pour un autre jour. La solution qu'on a imaginée, on a parlé de KISS, c'est un peu le même état d'esprit. En plus, je regarde Ali et Laurent, ils nous connaissent bien parce qu'ils utilisent Flanir. On a eu un petit déboire avec eux au démarrage, mais depuis ça s'est réglé. Et donc aujourd'hui, on veut avoir un service qui est utilisable partout dans le monde. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est, encore une fois, on est jeune, on est 8 personnes dans l'équipe, on a fait une levée qui est modeste de un peu plus d'1 million d'euros, donc c'est beaucoup d'argent mais pas beaucoup à la fois. Donc on n'a pas non plus de data center à notre nom à travers les 5 coins du globe. Donc on s'appuie sur la stack AWS. Donc en fait, on va exploiter les data centers de Amazon et on va rendre disponibles ces machines, mais de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus simple que si un autre studio voulait le faire par lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients à la fois en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et bien sûr en Europe. Le point clé, c'est la simplicité. Donc la simplicité, c'est comment on s'intègre dans un écosystème notamment. Et donc l'écosystème, il y a plusieurs choses. Il va y avoir les logiciels, il va y avoir la donnée qui est clé. Comment est-ce qu'on fait pour que la machine virtuelle, elle soit directement pluguée avec les assets que vont utiliser le studio. Donc pour ça, on propose tout un tas de solutions aussi pour pouvoir monter des disques directement sur la machine de manière beaucoup plus intuitive que ce que vous pouvez le faire par vous-même. Même question autour du scale, pouvoir créer en un claquement de doigts des machines. Chez nous, c'est en 5 minutes, vous avez accès à un ordinateur provisionné. Provisionné, c'est-à-dire avec déjà les logiciels que vous voulez qui sont installés dessus. Et prêt à l'usage, vous vous connectez en moins de 10 secondes après sur la machine. Alors, c'est le moment où j'ai très peur parce que j'utilise un service externe qui s'appelle Arcade. C'est génial, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Quand on veut faire des démos, qu'on a très peur de la connexion Internet, on utilise Arcade et il n'y a pas le problème de la connexion Internet. Mais ça ne s'embête pas dans le Google Slide. Alors, donc ça, c'est je voulais montrer Flanir, à quoi ça ressemble. Donc, Flanir, on y accède en fait depuis n'importe quel browser Internet. Et après, c'est une web app. Chaque vignette que vous pouvez voir ici, en fait, c'est un ordinateur cloud qui a été préconfiguré. Donc, on voit différentes puissances de machine. Et l'utilisateur, la seule chose qu'il va avoir accès, c'est sa propre vignette. Donc il va pouvoir y accéder en cliquant sur un bouton qui est assez simple. Donc là, il se connecte et depuis son browser, encore une fois, il n'y a pas de téléchargement d'app nécessaire. On peut télécharger une app, notamment pour faire de ce qu'on appelle le terme technique jargon, l'USB Remotisation. Donc notamment, je regarde notre ami de Toon Boom là, parce qu'une petite de tablette graphique, ça peut être utile de temps en temps quand on fait de l'animation. Donc ça, c'est chouette. Et après, on va pouvoir régler notamment tout un tas de choses sur le protocole de streaming. Parce que, vous le savez, le cloud a eu beaucoup de déboires ces dernières années en disant c'est génial, mais bon, le graphisme, ça marche pas terrible, c'est pixelisé, j'ai des artefacts, j'ai de la latence, bref, c'est nul. Les protocoles de streaming ces dernières années ont eu des évolutions assez incroyables. Donc aujourd'hui, on ne voit pas la différence, que ce soit en termes de latence, en termes de pixels ou autre, sur l'image telle qu'elle est affichée sur l'ordinateur. La seule, bien sûr, limite qu'il va y avoir, c'est le cas pour n'importe quoi, tout ce qui est cloud, c'est votre connexion Internet.
Donc plus vous allez être consommateur et exigeant sur la qualité de l'image, plus il faudra une bonne connexion Internet. Plus vous voulez de la 4K, de la 16K, du 7 écrans, donc il faudra plutôt de la fibre. Mais après, ça marche bien à partir de 10-20 mégabits par seconde pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui est un petit peu en dessous de la fibre. Je fais mes settings, hop, donc là sur la machine, j'accède donc à mes disques où je vais pouvoir retrouver du coup tous mes fichiers. Qu'ils soient ceux stockés sur le SSD de la machine ou ceux directement depuis le serveur de fichiers de l'entreprise, que ce soit un serveur NAS, un bucket cloud ou n'importe quoi, on peut directement retrouver tout dessus. Et lorsque je vais ouvrir mon projet, bah pareil, donc je vais avoir mes assets qui vont popper et je vais pouvoir commencer à travailler de manière assez fluide. Et en fait, l'idée, c'est pouvoir se dire aussi que chaque machine, comme on veut vous apporter de la simplicité et la flexibilité, bah, vous n'êtes pas marié avec. Donc si vous voulez changer, que ce soit la carte graphique, que ce soit la RAM ou n'importe quoi, en un clic, là je passe de 32 à 64 Go de RAM, et en 5 minutes, la machine elle est recréée avec exactement le même environnement que vous aviez au départ. La seule chose qui a changé, c'est que vous avez augmenté ou diminué la puissance. Sans doute beaucoup d'entre vous connaissent la solution Shadow, qui était très utilisée dans le passé pour tout ce qui était cloud gaming. La vision qu'on a, c'est d'être un petit peu le Shadow version B2B, et donc c'était d'intégrer un certain nombre de fonctionnalités qui étaient comment est-ce qu'on faisait pour rendre la vie d'entreprise plus simple. Par exemple, pendant longtemps sur Shadow, ça n'a pas été possible d'installer de VPN, donc bien sûr c'est possible sur Flanir. C'est travailler avec toutes les identifications SSO notamment. Donc quand on travaille avec des grandes entreprises, il y en a beaucoup qui vont utiliser de l'Azure Active Directory. Et donc c'est pouvoir s'assurer que l'entreprise, depuis son AD, va pouvoir gérer ses users de Flanir. Et c'est tout un tas d'autres features comme ça qui ont été pensées et complètement designées pour les entreprises. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 40 entreprises voilà, à travers le monde, dont nos amis de Carlab. Et voilà, tout simplement. T'as vu, je suis rapide, hein. Ah, bah écoute, c'est super, là. Bravo, merci. 10 minutes, bravo. Donc alors, est-ce qu'il y a une question. Bonjour, Guillaume Elouin, Timto. En termes de prix, ça situe où votre solution? Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit on va comparer le simple coût d'amortissement de la machine quand vous l'achetez en physique avec la location de la machine virtuelle. Et d'un côté, la machine en physique, vous allez pouvoir l'amortir sur 4 ans, c'est à peu près la moyenne. Alors que sur la machine virtuelle, lorsque vous la louez, au bout d'1 an de location, vous allez payer le coût de la machine physique. Donc le cloud, de ce point de vue-là, est beaucoup plus cher. Ensuite, il y a un concept économique, j'ai pas envie de faire un cours d'économie, mais qui s'appelle le Total Cost of Ownership, qui est de se dire, le coût de la machine, c'est effectivement une composante importante, mais en fait, c'est que 20% de la composante prix quand on achète une workstation. Pourquoi? Parce que derrière, il y a plein de coûts annexes. Déjà, il y a le coût lié à l'énergie pour alimenter cette machine. Il y a quelques mois, on s'en fichait. Maintenant, ça commence, au niveau de la facture, à être un peu plus important. Ensuite, il y a le coût des locaux. Ces machines, elles sont, chez nous, elles sont dans le cloud, mais chez vous, elles sont dans un local. Voilà. Donc, ce local, il faut le payer, c'est de la surface. Ensuite, il y a des gens qui s'occupent de ces machines. Ils ont un salaire à payer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, quand on met bout à bout toutes ces choses-là, je m'appuie sur des études de Gartner qui le montrent, qu'en fait, on arrive sur des coûts qui sont en fait complètement identiques entre d'un côté le cloud et les solutions on-premise. Ce qui est sûr et certain, c'est que le choix du cloud peut donc apporter la flexibilité, on peut rationaliser les coûts là-dessus, sur notamment les puissances et le nombre de machines. Mais si on part sur un usage d'une machine qui va rester 4 ans versus une machine qui va rester 4 ans on-prem, on ne va pas faire des économies du coût. Ça ne va pas être ça l'avantage du cloud. C'est d'apporter plein d'autres choses en termes de sécurité, de flexibilité et de simplicité d'usage, mais les coûts ne sera jamais le driver numéro 1. Merci Jean-Régis. Eh bien, on va passer à la dernière présentation. Et la dernière présentation, donc, c'est Toon Boom avec Marc-André Bouvier. Bonsoir Marc. Et, donc tu as la lourde tâche en fait de faire la dernière démo. Oui, et j'espère que vous êtes encore réveillés. Oui, d'accord. Donc, en fait, une chose que je voulais vous dire, c'est que je suis vraiment content d'être ici ce soir. Ça fait 3 ans que j'avais pour voyager. C'est mon premier voyage en 3 ans. Mon dernier voyage, c'était en novembre 2019. C'était à Angoulême. Et mon premier voyage, ça se retrouve à être Angoulême maintenant, en 2022.
Et je suis très content de vous rencontrer, d'aller dans les studios et de voir du monde enfin. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, je vais essayer de garder ça court, sur les nouvelles fonctionnalités qu'on a fait dans Harmony 22 et dans Storyboard Pro 22, qu'on a sorti à la fin septembre. Mais avant, je vais vous montrer un petit court-métrage qui a été produit avec ces deux logiciels-là pour le lancement. Our challenger, racing for her freedom, Mouse. And now, our undefeated champion, Nitro! Last man standing wins. 3, 2, 1, strike! Nitro's right on her tail! Ladies and gentlemen, they're in the tunnel! I think she's showing off. Wow, what a move! I don't think she can take much more. Headed straight for each other. Nitro's here for the first time ever! Oh, that's it! Coming in hot! Game over, Mouse! Not looking good for Mouse! Oh, Nitro, no! Oh, well. Who's next? Donc ça, c'était pour réveiller un petit peu. J'avais un peu peur de vous le montrer, je l'ai trouvé un peu violent, mais après avoir vu des licornes et des ours tirer des flèches puis du sang partout, je pense que ça, c'était pas si pire. Donc, ça a été produit avec Toon Boom, Harmony et Storyboard Pro. On a lancé une nouvelle version à la fin septembre et aujourd'hui, je vais vous montrer les dernières fonctionnalités. Je ne peux pas toutes vous les montrer, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller vite, je ne ferai pas des gros dessins complexes, mais je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. Donc, Toon Boom, Harmony et Storyboard Pro sont reconnus pour des outils de dessin qui sont fluides et précis, qui reproduisent les brosses bitmap. En fait, c'est des brosses vectorielles qui reproduisent des brosses bitmap. Et on a apporté des améliorations dans cette version d'Harmony et de Storyboard Pro qui permettent d'avoir un meilleur contrôle quand on utilise un stylet de style Wacom avec Harmony. Donc, on peut maintenant non seulement contrôler la taille, l'opacité et le débit avec la pression du stylet, mais aussi avec l'inclinaison, le tilt ou la vitesse. Par avant, on pouvait seulement contrôler ces informations-là par rapport à la pression du stylet. Donc, la taille et l'opacité étaient toujours synchronisées ensemble. On ne pouvait pas avoir les désynchronisés, en fait. Donc, par exemple, avec cette brosse ici, je peux, si je tiens mon stylet bien droit, dessiner une ligne, appuyer plus fort et augmenter la taille de cette ligne-là. Et si je veux avoir une ligne qui est plus pâle, en fait, je peux incliner mon crayon, ce qui me permet de rapidement faire du sketch, un petit peu des esquisses, et sans changer de crayon, d'aller faire le remplissage de mes surfaces ici. Donc, ça permet d'être plus productif ou de ne pas briser ton flow créatif en allant changer d'outil. Tu peux garder le même outil puis tout simplement déplacer l'angle de ton crayon pour changer le look de ton trait. On a aussi la possibilité maintenant d'utiliser l'angle ou l'orientation du crayon pour définir dans quel angle on va dessiner avec un crayon comme ça. Oh, j'ai de la difficulté avec ma tablette. Je pense que j'accroche les boutons. Ça, c'est pour les outils de pinceau. C'est la même chose dans Storyboard Pro et dans Harmony. Je vous les ai montré dans Harmony ici, mais on aurait le même résultat dans Storyboard Pro. Ensuite, on a aussi amélioré un peu l'outil le pencil, le crayon. Donc, dans cette version-ci, maintenant, quand on dessine avec une texture, on peut voir la texture au fur et à mesure où on dessine la ligne, en temps réel. Mot populaire ces temps-ci.
Par avant, quand on dessinait avec le pencil, pour ceux qui font du clean d'harmonie, ils l'ont déjà expérimenté, ça faisait une ligne pleine, vecteur pleine, et quand on lâchait le crayon, là, on voyait la texture apparaître. Donc maintenant, on a une meilleure prévisualisation du résultat final. Parlant de lignes texturées, on a un nouveau nœud qui s'appelle Animate Pencil Texture. En fait, parce que Harmony est non seulement un logiciel d'animation, mais c'est aussi un logiciel de compositing. Donc, un des avantages, des inconvénients de l'animation cut-out, parce que ça, c'est un puppet, c'est qu'on réutilise toujours les mêmes dessins pour faire des nouvelles poses. Donc, par exemple, dans un dessin comme ça, où on utilise la texture sur les lignes, si je fais un petit playback ici, on peut voir que c'est les mêmes dessins qui sont déplacés, surtout qu'il y a une texture sur la ligne, la texture ne bouge pas. Donc, on veut rajouter de la vie ajouter de la vie au dessin, à l'animation. On a un nouveau nœud, j'allais dans mon petit Node View ici, qui s'appelle Animate Pencil Texture, que je peux tout simplement connecter sur le cadre de mon personnage. Je vais ouvrir les propriétés et lancer un rendu. Voilà. Et avec ce nœud-là, il va appliquer une transformation aléatoire sur les textures qui sont sur les lignes. Donc, une transformation sur la longueur, sur la hauteur. Il va aussi étirer la texture sur le long ou sur la hauteur, si on veut, selon les paramètres qu'on a mis dans le nœud. Et ça va donner quelque chose comme ça. Donc, ça ajoute beaucoup de vie au dessin. Ah, ça sort pas mal sur l'écran, j'avais peur un peu. Ça rajoute de la vie au dessin, c'est comme si on avait redessiné les dessins à chaque nouvelle pose qui avait été créée. Donc ça peut se faire automatiquement, ou on peut contrôler exactement à quel moment dans la scène on veut appliquer la transformation. Quand on utilise le mode dynamique, en fait, le nœud va détecter les changements qu'il y a en amont. Donc, s'il y a un dessin qui change ou un morceau qui change, donc à chaque pause, à chaque nouvelle pause, il va appliquer une transformation automatique sur la ligne texturée. Ensuite, on a un autre nouveau nœud ici qui s'appelle Bokeh Blur, qui permet de simuler en fait le flou créé par une lentille de caméra. Donc, on peut définir la forme, parce que la lentille de caméra a une iris, et selon la forme de l'iris, on va avoir des régions qui vont être floues, qui vont être, surtout les régions qui sont plus illuminées, vont avoir la forme de l'iris. Donc, je peux avoir blades, je peux avoir le nombre de lames sur mon iris, ça peut être rond ou ça peut être en forme d'étoile pour le moment. Avec cet effet, on peut aussi utiliser un matte alpha, un depth matte alpha. Ici, j'utilise un gradient qui est complètement opaque en haut et complètement transparent dans le bas. Et il va utiliser la valeur de l'alpha, donc complètement opaque quand c'est 1. Il va appliquer le flou à la valeur maximum. Et quand c'est complètement transparent, on va avoir un flou qui est réduit. Donc, avec ça, on peut simuler de la profondeur de champ. On peut mettre ça sur un ciel, c'est vraiment, vraiment très beau. Mais le plus gros changement technologique qu'on a fait dans cette version, dans la version 22, c'est en fait la possibilité de maintenant faire les rendus en 32 bits par canal. Donc, par le passé, dans les versions d'avant d'Harmony, tout le compositing était fait à 16 bits par canal. 16 bits par canal, c'est des entiers de 0 à 32 767. En 32 bits, on utilise des virgules flottantes, des valeurs de virgules flottantes entre 0 et 1 avec des décimales. Donc, la qualité du rendu est beaucoup plus grande, la définition des couleurs. On a plus de paliers de couleurs, en fait. Non seulement ça permet d'avoir plus de précision au niveau des couleurs, mais ça permet aussi de supporter des valeurs HDR, donc des valeurs qui sont au-dessus de 1. Je sais, j'ai dit qu'on avait des valeurs de 0 à 1 maintenant, mais on peut avoir, si on a un effet qui génère un effet de lumière très intense, on peut se retrouver avec des valeurs au-dessus de 1. Je vais aller ici, où le personnage passe dans une lumière, justement. Je vais cacher l'arrière-plan, ça va être plus facile à voir. Comme ça. Donc, le personnage semble être complètement blanc, mais si je me rapproche un peu, puis je place mon curseur au-dessus, on peut voir dans le bas de ma caméra view les valeurs ici. On peut voir qu'on a des valeurs qui sont au-dessus de 1. Donc, en fait, il y a de l'information de couleur qui est là. On ne peut pas la voir, mais on peut quand même la récupérer plus tard. Soit, bon, je peux faire un export en EXR 32 bits, puis le récupérer dans le prochain logiciel qui est dans ma pipeline de production, comme Nuke, ou je peux tout simplement, ici, je voudrais faire une réflexion sur mon personnage. Donc, je vais prendre un petit câble ici, je vais faire une copie de mon personnage juste en dessous. Il est encore très blanc, donc je vais y ajouter un petit effet de Color Curve. Avec le Color Curve, je peux aller atténuer les valeurs. Donc, si je me remets à valeur 1 de 1, tout est blanc.
et je peux aller baisser l'intensité, baisser les valeurs pour récupérer le détail que j'ai, qu'on ne voit pas parce que tout est blanc, mais ces informations sont toujours là dans la scène. Donc ça permet de, comme je disais, supporter une pipeline de production qui est complètement HDR. Donc on supporte en entrée aussi des images qui auraient des valeurs HDR. Donc par exemple, si j'ai une petite image ici, un EXR en 32 bits, un gros soleil, on n'arrive pas à voir exactement qu'est-ce que c'est, tout est blanc. Je me suis mis un petit color curve en dessous, ici, et je peux aller diminuer l'intensité des valeurs pour voir qu'est-ce qu'on a dans l'image. Donc, avec les images, dans une pipeline HDR, on a en import souvent des images EXR avec des valeurs au-dessus de 1 qu'on doit utiliser, qu'on doit être capable de traiter. Et on est capable de les traiter, aussi d'en générer avec les effets d'harmonie, et ensuite d'exporter des images EXR pour la prochaine étape dans la pipeline de production. Évidemment, quand on utilise des valeurs comme ça, il faut utiliser un color space, un espace de couleur linéaire. Donc, on peut maintenant changer l'espace de couleur dans Harmony. On utilise OpenColor.io pour la gestion des couleurs, des profils de couleurs. Et entre le 16 bits et le 32 bits, vous allez me dire, ouais, 32 bits, ça prend plus de mémoire. Pas tant. C'est pas ça qui prend le plus de mémoire dans Harmony quand on fait des rendus. C'est sûr que ça augmente la quantité de mémoire utilisée, mais sur mon ordinateur ici, j'ai le MacBook Air le plus bas de gamme qu'il n'y a pas. Il y a seulement 8 GB de RAM, puis jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème pour faire des rendus. La majorité de nos nœuds ont été mis à jour pour supporter le 32 bits par canal. Puis, en fait, on n'a pas créé de nouvelles versions des effets, c'est les mêmes effets. Et on peut simplement passer la scène de 16 bits à 32 bits ou vice-versa, et la scène va être rendue dans le mode sélectionné sans avoir besoin de faire aucune modification au nœud. Donc, quand je me mets à 16 bits, évidemment, je ne vois plus le détail. Je vais tout simplement abaisser du blanc, ça devient du gris. Si je fais un petit undo ici, je retrouve mes valeurs 32 bits et je peux voir le détail. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est quand même un sujet assez complexe, les 32 bits, puis tous les espaces de couleurs. Mais je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Par contre, si vous avez des questions, je ne sais pas, on est rendu à combien de temps? Écoute, allez, on a encore 2 minutes. 2 minutes. Et si jamais on n'a pas assez de temps, après, on va se retrouver au vin d'orge. Je vais avoir mon ordinateur. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Ça va me faire plaisir de répondre. Alors, une question. Bonsoir, Adrien Patrizio, Xylem Animation. Est-ce que dans la version 22 d'Harmony, c'est prévu une API Python? Parce que c'est un peu le standard de la plupart des DCC. Oui, en fait, oui, c'est plus que prévu. C'est même inclus dans la version. On avait déjà un support Python de base dans la version 21. Dans la version 22, on a amélioré. En fait, on a deux façons d'utiliser le Python. Donc, oui, maintenant, il y a une API Python disponible dans la version 22 d'Harmony. Et Harmony peut être utilisé dans un script Python appelé comme un module externe et exécuté à travers Python. C'est formidable, merci. Bon, on va passer alors à la... je pense, écoutez, merci à vous 5, et donc à vos 4 entreprises.